Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'autonomie stratégique, un concept qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières heures. Il y a bien sûr la dimension politique, géopolitique et la dimension de marché pour les investisseurs pragmatiques. Pierre Chang est à mes côtés en plateau pour en parler, gérant chez Tocqueville Finance. Bonsoir Pierre. Bonsoir Gaël. Merci beaucoup d'être avec nous. J'ai l'impression que derrière ce concept d'autonomie stratégique, il y a quand même beaucoup de sujets dont on parle depuis quelques temps déjà, avec vous et sur les marchés. Qu'est-ce qui résonne quand on est investisseur pragmatique? Qu'est-ce qui résonne en vous quand vous entendez parler de ce concept d'autonomie stratégique, qui n'est pas nouveau, mais voilà, qui a pris une dimension nouvelle avec l'entretien d'Emmanuel Macron à différents journaux européens? Un monde qui change et qui confirme la tendance qu'il est en train de prendre. Alors maintenant, comme vous le dites, le concept d'autonomie stratégique, il date, c'est pas un concept qui est nouveau, mais qui s'est accéléré ces dernières années. C'est un concept qui date d'après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai qu'on se rappelle que le général de Gaulle était très vocable là-dessus. Et donc voilà, c'est un peu une tradition française, on va dire, depuis cette époque-là. Et c'est assez naturel qu'Emmanuel Macron prône l'autonomie stratégique. Alors maintenant, la question, c'est comment le traduire en bourse, qu'est-ce que ça veut dire en 2023, qu'est-ce que ça veut dire en 2023 dire, parce que l'histoire, c'est bien beau, mais il faut pouvoir s'en servir pour investir sur les marchés en particulier. Bon, c'est vrai que l'autonomie stratégique, initialement, c'est un concept militaire. Il faut qu'on soit autonome militairement. Voilà. Et puis c'est vrai qu'avec le temps, surtout ces dernières années, on va dire depuis 2016, le concept s'est un peu élargi. Alors, premièrement, vers l'énergie. Alors, on entend tout le temps parler avec la fameuse transition énergétique. Donc ça, c'est vraiment le sujet du quotidien, pratiquement. Ensuite, bien sûr, ça a touché la technologie. Donc là, cybersécurité, etc. Donc ça aussi, c'est un sujet. Les semi-conducteurs aussi, c'est un sujet qui est extrêmement chaud en ce moment. Et peut-être la santé également, qui a été très chaud pendant le Covid et là qui est passé un peu derrière. Et puis enfin l'alimentation, qui je trouve, moi personnellement, n'est pas un sujet qui est suffisamment encore vraiment pris en compte, je trouve, sur l'autonomie stratégique, même si ça commence à venir. Mais vraiment, pour nous, c'est vraiment, enfin en tout cas pour moi, c'est vraiment les 5 secteurs stratégiques sur lesquels il y a 5 piliers, quoi. Voilà, c'est plus juste l'aspect militaire défense historique, mais ce sont c'est des pour piliers la bourse, importants. Après, pour l'Europe, qu'est-ce que ça veut dire, autonomie stratégique? De mon point de vue, ça veut dire déjà être militairement autonome vis-à-vis de l'OTAN ou des États-Unis, mais également d'être moins dépendant des pays non alignés, comme la Chine ou la Russie, par exemple. Mais ce sont vraiment les têtes de gondole des pays non alignés, mais il y en a d'autres. Et donc ça, c'est comme ça se traduit. Maintenant, après aussi, ce qu'on peut se dire, c'est pourquoi on en est là aujourd'hui en Europe. C'est parce qu'il y a un couple franco-allemand qui, sur le sujet militaire, n'est pas d'accord. Donc l'opinion allemande est contre l'armement, globalement, depuis la Seconde Guerre mondiale, et le reste encore aujourd'hui. Et les Français sont très militaires, mais aussi interventionnistes. Voilà. Et donc c'est un peu ce dichotomie, cette dissonance entre au sein du couple franco-allemand qui fait qu'on en est là. Et c'est vrai que les Allemands doivent faire un pas, doivent changer de modèle là-dessus pour qu'on y parvienne, pour faire vraiment une autonomie stratégique militaire, en tout cas en Europe. C'est-à-dire que le risque, c'est que ça reste trop conceptuel, quoi. On va voir comment ça se décline sur les marchés. Mais, voilà, le risque pour l'Europe, c'est que ça reste un concept politique. Vous parlez de Francis Bach. Oui, je sais. Pour nous, ça rentre là-dedans. Oui. Les Allemands aujourd'hui ne parviennent pas à trancher sur plein de sujets. Donc les Français. Et donc la France avance. Les Français sont leaders en termes d'influence parce qu'ils savent où ils veulent aller. Et donc les Allemands finiront par craquer. Et voilà, c'est le sens de l'histoire. Comment concrètement ça peut mettre en valeur les sociétés françaises cotées, sachant que peut-être derrière ce concept d'autonomie stratégique, c'est un point qu'il faut discuter avec vous, Pierre. Il y aura des gagnants, mais il y aura peut-être aussi des sociétés perdantes qui ont misé sur voilà, la grande mondialisation permanente, etc. Et que les stratégies sont peut-être plus tellement adaptées aujourd'hui par rapport à ce concept et cet environnement qui change. Alors c'est clair. Alors c'est un sujet qui est délicat parce que autant c'est toujours facile de dire une tendance comme ça. Le plus dur, qui a l'air évidente, là, on en parle, c'est facile, on voit une direction. Maintenant, ce qui est toujours très difficile sur les marchés, c'est de comprendre quelle sera l'intensité du mouvement,
et quel sera le calendrier en fait. Parce que si on fait une démondialisation comme ça un peu violente et ponctuelle, ça c'est mauvais pour tout le monde. Et là je peux même pas vous donner un dossier. Voilà. Ouais. Alors voilà, donc nous, personnellement, moi comment je vois les choses, je vois plutôt, on a eu une mondialisation heureuse, on pourrait avoir une moindre mondialisation douce, on va dire, quelque chose comme ça. Voilà. Pourquoi ? Parce que personne n'a vraiment intérêt à ce que ça soit brutal. Donc les Chinois sont très offensifs sur le sujet de Taïwan. Il y a des gains derrière la mondialisation qu'il faut préserver. Exactement. Et l'exposition de la Chine à l'Occident est importante, et inversement. Donc personne n'a intérêt à couper le cordon ombilical du jour au lendemain. Donc il faut que ça soit un mouvement graduel. Les Chinois font le mouvement, les pays non alignés font ce mouvement de leur côté, avec une devise basé sur le yuan, et les Occidentaux font la même chose. Donc pour l'instant, la tendance qu'on voit, c'est quelque chose de plutôt graduel qui s'écarte. Et donc, dans ce schéma-là, on pourrait avoir une démondialisation douce. Et donc là, effectivement, il y a des thèmes d'investissement qui sont forts, qui commencent déjà à produire leurs effets. Donc, notamment la défense. Alors, la défense, on a tout de suite vu, notamment, on a des sociétés qui ont pris 60% depuis la guerre en Ukraine. Donc là, en France, on a des champions, genre Cocorico, parce que pour un pays de cette taille, on a beaucoup de représentants, et des représentants assez influents et assez puissants. Donc, bien sûr, Dassault Aviation pour les avions de chasse, ça, c'est évident. C'est un dossier qui a déjà beaucoup monté en bourse, mais qui sera encore porteur. Thales, bien sûr, Safran, et dans une moindre mesure Airbus, parce qu'Airbus a aussi deux activités qui pourraient en souffrir. Voilà. Donc là, donc ça, c'est pour les gagnants. Il y a aussi tout le domaine de l'énergie propre. Alors dans l'énergie propre aussi, il faut faire un tri. C'est pas un thème qu'on peut jouer de manière évidente. Il y a les fournisseurs, donc ceux qui vont produire des composants pour les éoliennes ou pour les panneaux solaires. Donc en France, on n'en a pas beaucoup. On a quelques acteurs dans le semi-conducteur, mais on a aussi, on a Soitec et ST Micro, mais vraiment, c'est faible. Mais par contre, on a un petit acteur qui s'appelle Lumibird, qui peut profiter de ça, qui fait des lasers pour les éoliennes en particulier. Il y a des acteurs européens, donc là plutôt allemands, avec SMA Solar ou Meyer Burger qui fait des panneaux solaires carrément. Donc je veux dire autant, voilà, ou Vestas aussi qui fait des turbines d'éoliennes. Voilà. Donc ça, ce sont des gens qui ont profité. Puis ensuite, souvent comme ça, dans ces secteurs stratégiques, ce qui va se passer de mon point de vue, c'est que on va créer des écosystèmes favorables pour que ces acteurs émergent. On va les protéger. Ouais, je comprends. Et on va les protéger comment ? En particulier en donnant des crédits d'impôt. Et donc ce qui va se passer, c'est que ce qui est déjà en train de se passer, on va voir après la mondialisation heureuse, on a essayé d'homogénéiser la fiscalité, etc. En fait, là, on va se livrer à du dumping fiscal. Et donc on le voit sur l'IRA européen, IRA américain. Ouais. Et donc ces écosystèmes seront protégés et dopés à l'incitation fiscale, à la subvention. Et donc là, si vous avez des acteurs, notamment dans l'hydrogène, il y en aura, qui vont en profiter. Voilà. Donc ça, c'est important. Sur les perdants, donc dans le secteur d'énergie, paradoxalement, le fait qu'on ait de moins en moins accès aux panneaux photovoltaïques chinois fait que on va avoir toujours une supply chain qui va toujours être sous tension. Ah oui. D'ailleurs là, les Chinois commencent à expliquer, ça date de ces derniers jours, qu'ils vont limiter les exportations de métaux rares en dehors de Chine. Et donc ça, pour le secteur de photovoltaïque, c'est pas du tout bon. Mais c'est bon pour certains acteurs comme Imerys, par exemple, qui est en train de lancer une mine de lithium dans l'Allier ici en France, à Beauvoir. Donc, toute la question étant de savoir si les autorisations nécessaires seront délivrées. Est-ce que c'est une mine qui pourra opérer, exploiter à plein régime ? Non, mais c'est un vrai sujet. Hein. Mais le sens de l'histoire, ça serait bien sûr. Sans féliciter. Parce que, je veux dire, à un moment, les métaux rares, on va en avoir besoin. Nous, des métaux rares, on en a en France, on en a en Europe, aux États-Unis, mais il faut juste accepter. Mais ça va créer quand même des débats. On l'avait vu déjà, je me souviens très bien, avec le phénomène du boom de l'exploitation du gaz de schiste aux États-Unis, sachant qu'il y a des ressources aussi en France. Même la recherche avait été gelée sur ces questions d'exploration ou d'exploitation de gaz de schiste. On va avoir un dumping fiscal, mais aussi de plus en plus un dumping réglementaire. Et ça, et en fait aussi, ce qui est, si on a quelques instants encore peut-être bien sûr, pour tirer cette ligne-là, mais ce qui est là, on voit bien que dans les métaux rares, par exemple, Imerys se heurte à des courants écologistes. Oui, donc, bien sûr. Et donc, l'écologie... mais partout, hein. Vous citiez ST Micro qui veut investir dans son usine 2.0 ou 4.0 à Crolles. Pareil, c'est manifestation parce que ça utilise de l'eau, etc. En plus de l'eau qui est rejetée en circuit fermé, enfin, dans la mer. Donc le défi pour le pour la société, c'est de faire la synthèse entre les orientations écologiques et les orientations d'autonomie stratégique. Donc, la sécurité face à
l'écologie et il y a un conflit sur beaucoup de sujets qu'il faudra régler. Et là, l'opinion peut-être doit encore évoluer sur ces sujets-là. Mais voilà, ça se fait lentement, progressivement. C'est pour ça que le concept de transition, de démondialisation douce, je pense qu'elle est plutôt adaptée, quoi. Et pour les marchés, c'est bien. Voilà. Est-ce que c'est déjà dans les cours de bourse, tout ce qu'on vient de raconter? J'ai encore en tête là ce que vous citiez sur la défense. Je ne sais pas, est-ce que des groupes comme Thales ou Dassault Aviation, est-ce qu'on a déjà intégré le endgame, l'idée qu'il y aura une défense européenne plus structurée, plus forte, solide, autour d'acteurs français et allemands, peut-être demain? Rheinmetall aussi a beaucoup progressé en Allemagne. Alors ça produit à mort, hein, parce qu'il faut produire, soutenir l'effort de guerre en Ukraine, bien sûr, mais est-ce qu'il n'y a déjà pas cette idée-là qui est pricé dans ces cours de bourse? Ce qui est marrant, c'est que juste avant la guerre en Ukraine, tout le secteur de la défense avait une décote d'environ 20% par rapport au marché, sous l'influence de la montée en puissance des fonds ESG. Voilà. Donc, secteur exclu traditionnellement de la dimension investissement responsable. Et là, en l'espace d'un peu plus d'un an, en fait, maintenant, le secteur se traite avec une prime de 40% par rapport au marché. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, je prends l'exemple d'un char. Un char que vous vendez et qui est mis dans un entrepôt qui ne sert à rien, pour le fabricant, rapporte pas grand-chose. Par contre, si ce char est en opération et doit recharger en munitions, il doit être maintenu, réparé, et là, c'est une fortune en fait. Bien sûr. Donc, pour tous ces acteurs-là, avoir du matériel en activité sur le front, c'est colossal. Ça mérite une prime par rapport aux multiples historiques, par rapport au marché. Donc aujourd'hui, je pense que même s'il y a déjà eu des beaux parcours dans le secteur de la défense, il y a encore des choses à faire. Et il y aura encore, si la tendance se poursuit, on aura encore des belles choses. Et on verra comment la taxonomie sociale traite ce secteur de la défense du point de vue de l'investissement responsable. Mais on a vu les mêmes débats sur la question énergétique avec le nucléaire, par exemple. Les choses ont pu évoluer, bouger. Merci beaucoup Pierre. Pierre Chang qui était avec nous pour traiter de ce thème de l'autonomie stratégique, vue des marchés bien sûr, sur le plan de l'investissement. Gérant chez Tocqueville Finance, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.